Elle a 43 ans et a eu 1000 vies professionnelles. Diplômée de Sciences Po, elle débute sa carrière en 2001 en tant que reporter de guerre. Elle travaille alors pour plusieurs médias, allant du Journal du Dimanche à la BBC, en passant par Libération. En 2007, elle est candidate aux élections législatives dans le Loiret, sa région d'origine. Elle rejoint l'agence de communication Havas en 2008, puis en 2013, elle prend la responsabilité de la communication du World Innovation Summit for Education pendant 4 ans. En 2017, elle se lance dans l'entrepreneuriat en créant avec son associé Chloé Rossignol Fleur d'ici et We Trade Local, 2 entreprises dont elle est aujourd'hui présidente, qui œuvrent au quotidien pour développer une économie au plus près des consommateurs. Seulement 2 ans après le lancement de ces 2 entreprises, elle reçoit la médaille de l'Ordre national du mérite des mains de Nicolas Hulot pour son travail de sauvegarde de l'horticulture française. Elle est par ailleurs administratrice du mouvement Impact France. Fleur d'ici, c'est la première marque à proposer aux professionnels et aux particuliers une offre de fleurs éthiques, 100% locales et de saison, à l'heure où 9 fleurs sur 10 vendues en France sont importées. Quant à We Trade Local, c'est le système digital qui se cache derrière Fleur d'ici, permettant la distribution de produits locaux. Fleur d'ici est une entreprise à mission, lauréate des trophées de l'économie sociale et solidaire de la ville de Paris, lauréate aussi du prix de l'entrepreneur social du BCG. Cette entreprise à impact a également été sélectionnée dans le cadre de l'exposition Fabriquée en France qui s'est tenue en 2021 à l'Élysée. J'ai le plaisir de recevoir pour ce podcast Demain vous appartient une dirigeante ultra engagée. Hortense Aran, bonjour. Bonjour Claire, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors la première question que j'ai envie de te poser, Hortense, c'est comment on passe de grand reporter de guerre à entrepreneuse à impact. Ce sont 2 métiers très différents. Est-ce qu'il y a un fil conducteur dans toutes ces vies professionnelles que tu as eues ? Quand j'étais grand reporter, j'étais grand reporter pas pour n'importe quel média, j'étais grand reporter pour la BBC, qui est donc le service public mondial de l'information. Et je pense que si on doit se demander quel est le fil rouge, effectivement, dans toutes les fonctions que j'ai pu occuper, c'est, je crois, l'intérêt général, le service public d'une certaine façon, et une certaine dimension d'engagement dans la transformation, le plaidoyer, l'éducation des masses au sens très large. Donc en tant que journaliste, effectivement, c'est un travail de faire en sorte que les gens soient des bons citoyens, d'une certaine façon, qu'ils aient les bonnes informations pour prendre les bonnes décisions, en tant qu'électeur notamment. Mais voilà, aujourd'hui, c'est toujours cette même volonté, en fait, de pouvoir permettre à tous les citoyens de faire des choses qui soient durables et qui soient bonnes pour la société. Aujourd'hui, plutôt par le biais de l'entreprise et de la consommation. Mais finalement, c'est la même chose, c'est-à-dire que c'est toujours la même question de comment est-ce qu'on arrive à œuvrer pour une société plus juste et plus durable. Et alors cet engagement fort qui est le tien, est-ce qu'il a toujours été en toi ? Est-ce qu'il date de l'enfance, sans faire de psychanalyse ici, ou est-ce qu'il est venu au fil du temps ? Je pense que cette volonté d'être au service de l'intérêt général, elle est assez intrinsèque en fait. Je pense que c'est quelque chose qui m'a animée. Ça fait partie de toi. Oui, je pense que c'est quelque chose que j'ai donc vécu à travers plusieurs types d'expériences différentes, comme je disais, en tant que journaliste, mais je me suis aussi présentée, comme tu l'as dit dans l'introduction, à des élections. Enfin voilà, je pense qu'il y a une dimension d'engagement assez forte et qui s'est traduite en fait de plein de façons différentes. Et on en rigole un peu avec mon frère. Mon frère, il est prof, et il est notamment prof, il a été très longtemps en ZEP dans le 93, etc. Et on s'était dit un peu comme ça qu'on se répartissait la tâche, lui les enfants, moi les adultes, mais avec vraiment cette mission en fait d'essayer de faire, d'éveiller les consciences et en tout cas de développer aussi le sens critique auprès, que ce soit donc des enfants ou des adultes, mais essayer d'équiper les gens et de leur proposer des choix, des alternatives, de les amener à se poser des questions sur leur façon d'être, leur façon de consommer. Donc je pense que oui, c'est quelque chose d'assez ancré. Et donc on voit bien le fil conducteur entre le journalisme et ce que tu fais aujourd'hui. Est-ce que tu as eu des rôles modèles ? Est-ce que tu as eu des personnalités qui t'ont inspiré tout au long de ta carrière ou même avant ? Oui, beaucoup. Il y en a énormément de
de nature assez différente. D'abord dans ma famille, aussi bien toutes les femmes de ma famille, que ce soit ma mère, ma grand-mère, mais aussi ma tante, puisque ma tante, c'est le docteur Marie Béjot qui avait fondé les laboratoires Eunobiol, qui était donc un modèle de femme entrepreneur et qui plus est dans la phytothérapie, donc avec ce lien avec la nature, les plantes, etc., proposer une autre vision finalement de la santé au sens très large. Et voilà, et donc c'est vrai que c'était très intéressant pour moi de voir qu'est-ce que ça impliquait de faire ce choix d'être entrepreneureux, qui plus est il y a 30 ans ou 40 ans, quand c'était pas encore très commun. Voilà. Donc oui, je pense que ça a joué un très grand rôle. Et puis après, il y a plein d'autres. J'ai été exposée à énormément d'influences. J'ai eu la chance notamment de croiser la route de quelqu'un qui s'appelait Marguerite Gainsbittle, qui était la proviseure du lycée Fénelon, qui avait écrit un livre qui s'appelle La foi du charbonnier, qui était une femme très engagée aussi pour donner accès à tout un tas de publics différents, puisque le lycée Fénelon, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un des meilleurs lycées parisiens du 6e arrondissement, qui intègre énormément de gens dans les écoles normales supérieures. Et voilà, et elle avait à cœur d'essayer de donner accès à cette éducation d'excellence à des publics qui normalement n'auraient pas dû y avoir accès. Donc voilà, des multiples influences, évidemment en passant par écrivaine, artiste, voilà. Mais oui, j'ai eu la chance d'être exposée à beaucoup de femmes assez engagées à leur façon. Et qui t'accompagnent encore aujourd'hui. Et qui m'accompagnent encore aujourd'hui. Et voilà, et après, il y a d'autres influences plus récentes, mais tout aussi intéressantes, je trouve. Et c'est aussi dans cette diversité qu'il faut aller puiser. Je suis assez bluffée aujourd'hui par des figures d'entrepreneurs comme Elon Musk, par exemple, qui, certes, je partage pas forcément toutes les valeurs d'Elon Musk, mais je suis assez admirative de cette façon un peu opiniâtre de s'attacher à un sujet, de le faire exister. Et je trouve ça assez admirable au sens littéral. Après, il y a beaucoup d'autres choses dans ce que fait Elon Musk qui sont plus questionnables, mais je trouve que c'est quand même très intéressant cette énergie et cette façon qu'ont les entrepreneurs de la Silicon Valley de réussir à faire exister ce qu'ils ont dans la tête aux yeux du monde. Et ouais, c'est quelque chose que je trouve très intéressant. Et alors, comment t'es venue l'idée de créer Fleurs d'ici ? C'est quoi l'origine finalement de cette aventure ? Ça fait... Donc, je m'appelle Hortense. Oui, ça t'aura pas échappé. Ça ne m'a pas échappé. Hortense, en latin, ça vient du mot hortus, qui veut dire jardin. Et donc, j'avais une forme de prédestination à m'intéresser à ces questions comme j'ai dit, je viens d'un écosystème familial très sensible à ces questions de la nature, qu'est-ce qu'elle nous donne, comment est-ce qu'on lui rend. D'échanges avec la nature et comment l'homme s'inscrit dans la nature de façon pérenne et non prédatrice. Et donc voilà, j'avais à titre personnel un goût prononcé pour les fleurs, parce que je viens d'une famille où c'est quelque chose d'assez partagé. Et j'avais remarqué que du 1er janvier au 31 décembre, chez les fleuristes, c'était toujours le même assortiment qu'on voyait. C'est-à-dire, il y avait des roses, par exemple, du 1er janvier au 31 décembre, alors que moi qui connaissais assez bien le cycle naturel des plantes, la nature, les jardins, je sais que les roses, c'est du mois de mai au mois de novembre. Mais certainement pas au mois de février, au moment de la Saint-Valentin. Et donc, j'étais assez frappée de voir que c'était ça. Donc, à titre personnel, j'ai creusé, en fait, et je me suis rendu compte que, 85% des fleurs étaient importées et que, donc, c'était à l'image de beaucoup d'autres produits, en fait. Je raconte souvent que pendant le confinement, j'étais assez frappée de voir dans les supermarchés de l'ail qui venait d'Argentine. Alors que l'ail, ça pousse partout en France en toute saison. C'est pas du tout un produit complexe ou qui demanderait des conditions de culture particulières ou quoi. Donc voilà, donc c'est vrai que cette question de comment est-ce qu'on s'approvisionne localement selon le rythme des saisons, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée. On a décidé de l'approcher par cette question de la fleur parce que c'était quelque part un terrain vierge qui n'avait pas du tout été défriché. Personne s'était intéressé à cette question de la saisonnalité des fleurs, donc c'était une bonne porte d'entrée.
Mais mon associé et moi, qui avons toutes les deux eu des parcours dans la grande distribution, on avait vraiment à cœur dès le départ de se dire comment est-ce qu'on règle ce problème de consommer local, en fait, plus globalement. Et donc, sur quoi on va pouvoir s'appuyer, finalement, pour rendre accessibles des produits locaux. Et quand je dis rendre accessible, c'est à tous les sens du terme. Accessible aussi bien en termes de disponibilité, mais aussi de prix. Au plus grand nombre. Voilà, au plus grand nombre. Ouais. Et donc, une fois que tu as eu cette idée, j'imagine qu'il fallait trouver des financements. Est-ce que ça a été facile ou est-ce que ça a été le parcours du combattant ? J'adore cette question. Oui, parce qu'en fait, on lit beaucoup de choses sur le fait que les femmes ont beaucoup plus de mal à lever des fonds que les hommes. Donc, est-ce que c'est une réalité, toi, à laquelle tu as été confrontée ? Malheureusement, oui. Après, est-ce que c'est parce que je suis une femme ou est-ce que c'est parce que je portais un projet qui était quand même au départ le POC, enfin notre Proof of Concept, comme on dit, c'est-à-dire la première filière à laquelle on s'est attaché du coup sur cette problématique de la relocalisation, c'était effectivement les fleurs. Donc, on était 2 filles et on portait des fleurs. Et voilà, et on portait un projet sur les fleurs. Donc peut-être ça faisait beaucoup, donc où est la poule et l'œuf, mais effectivement ça n'a pas été simple de faire comprendre qu'en fait le sous-jacent c'était surtout un projet autour de la tech et de la logistique. Peut-être que si on avait effectivement été 2 garçons tatoués avec des barbes, ça aurait été plus simple de faire comprendre que c'était de la logistique et pas des fleurs, notre finalité. Mais donc voilà, ça n'a pas été simple, mais on a quand même eu la chance de croiser des gens qui justement sont allés au-delà des apparences et ont pris le temps nécessaire pour comprendre la nature du projet, qui est un projet effectivement beaucoup plus ambitieux que juste proposer des fleurs locales et de saison, mais qui est de relocaliser l'agriculture finalement, et de proposer des produits locaux à tous, partout, tout le temps. Et qui est-ce qui vous a fait confiance au départ ? On a eu la chance de croiser la route d'une grande femme aussi, un bon rôle modèle qui s'appelle Marie Ekelande. Marie, c'est la fondatrice de 2050, qui est, donc, comme son nom l'indique, un fonds qui accompagne les entrepreneurs des transitions, c'est-à-dire qui construisent la société qui sera celle qui sera quelque part en vigueur, entre guillemets, en 2050, donc qui accompagne aujourd'hui les champions de demain, de la même façon qu'elle a accompagné hier les champions d'aujourd'hui, c'est-à-dire des champions autour du digital. Aujourd'hui, sa thèse d'investissement est basée sur le fait que ceux qui mettent la RSE au cœur de leur modèle économique seront demain les grands gagnants de ces transitions. Donc voilà, Marie 2050, mais aussi BPI et la BNP. D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots quel est le modèle de Fleurs d'Ici ? Alors, Fleurs d'Ici, c'est un modèle de plateforme digitale. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on agrège en fait des communautés, d'une part des producteurs agricoles locaux à la source, avec des distributeurs indépendants locaux et tous les maillons de la chaîne qui s'articulent. Donc, par exemple, sur Fleurs d'Ici, on a été sourcer finalement des producteurs un peu partout en France, des producteurs horticoles, des gens qui produisent des fleurs, un peu partout en France, qu'on a mis en lien avec des artisans distributeurs locaux, c'est-à-dire des fleuristes indépendants, puisque ce marché repose encore en grande partie sur des indépendants, puis c'est 12 000 artisans fleuristes en France encore, et c'est eux qui effectivement gèrent la grande majorité de ce marché, et des clients locaux. Et donc ça a l'air très simple, mais ça paraît très simple, mais jusqu'à ce qu'on arrive sur le marché, un fleuriste à Mont-de-Marsan, la seule façon qu'il avait de pouvoir se fournir en fleurs, c'est-à-dire en matière première, pour pouvoir faire ses bouquets, c'était de faire appel à un grossiste hollandais qui allait lui livrer des fleurs importées du Kenya, de Colombie, d'Équateur, voilà. Mais alors même qu'à 10 km de chez lui, peut-être, il y avait quelqu'un qui produisait des fleurs. Mais ces gens n'avaient pas de lien. Ouais, ils ne pouvaient pas le savoir. En fait, ce lien local entre des producteurs locaux et des distributeurs locaux, il a été rompu par 70 ans de mondialisation qui ont totalement rompu les liens à la fois commerciaux, mais aussi financiers et logistiques entre les producteurs. Cette fameuse place du village, la marketplace, la place du marché, sur laquelle se rencontre localement l'offre locale et la demande locale, elle avait disparu. Et nous, on a juste recréé ça grâce au digital. Donc oui, on voit bien effectivement la place de la tech dans le projet, comme tu le disais tout à l'heure. Fleurs d'Ici s'est donné pour mission de sauvegarder la filière horticole française et de soutenir les fleuristes indépendants
comment est-ce que vous travaillez avec le réseau des horticulteurs et avec les fleuristes locaux et quels sont les résultats que vous avez obtenus depuis le lancement? Enfin, est-ce que tu arrives à les mesurer? Oui. Est-ce que tu as des outils pour me... Oui, complètement. Ce qui est un de nos plus... une grande fierté, c'est que entre 1972 et le moment où on arrive sur le marché, c'est-à-dire 2017, la France a perdu 90% de ses horticulteurs. En 72, il y avait 30 000 horticulteurs en France. En 2017, il en restait à peine 3 500. Depuis 2017, on a 300 nouvelles fermes florales qui se sont installées sur le territoire français. Et ça, c'est en partie grâce au travail de plaidoyer qu'on a fait, de sensibilisation des Français, qui aujourd'hui, de façon, et les fleuristes nous le remontent au quotidien, aujourd'hui, les consommateurs vont chez les fleuristes et disent « Bonjour, je voudrais des fleurs françaises ». Parce que, grâce au soutien notamment des médias, on a eu beaucoup de répercussions sur le fait que un bouquet de 30 roses importées, c'est l'équivalent carbone d'un Paris-Londres en avion, et que donc c'est une filière qui émet du carbone et qui détruit les emplois sur le territoire français. Alors même qu'il y a d'autres façons de faire et qu'il y a de la production de fleurs partout en France, en toute saison, mais qu'il fallait juste recréer ce lien, une fois de plus, entre les producteurs et les fleuristes. Et donc, on est effectivement assez fiers de voir qu'on a pu inverser la tendance et qu'aujourd'hui, grands organismes comme la SICA, qui est la coopérative du sud de la France qui agrège tous les horticulteurs, avec le soutien de la CCI, etc., sont en train de remettre en place des programmes pour les horticulteurs pour qu'ils se réinstallent avec le soutien des pouvoirs publics. Donc, on voit s'inverser la tendance qui existait sur ce marché, qui était à la disparition, où nous, quand on est arrivé, les gens nous ont dit « mais n'essayez même pas. De toute façon, vous n'aurez plus d'offres, vous n'aurez plus de gens pour soutenir l'offre. Donc, perdez pas votre temps, passez à autre chose. » Voilà. Donc oui, c'est très donc, encourageant. L'éveil des consciences dont tu nous parlais tout à l'heure a eu lieu quand même, on peut le dire. Oui, je crois. Donc, tu le disais, tu as réussi à construire un business model inclusif qui intègre toutes les parties prenantes de la chaîne de valeur, du producteur au livreur à vélo. Tu portes la conviction qu'on peut faire de la croissance tout en étant respectueux de l'environnement et des hommes. Je ne suis pas sûre que tout le monde partage cette conviction aujourd'hui. Pourquoi tu as cette conviction chevillée au corps, finalement? Comment elle s'est forgée? Alors, au-delà d'une conviction, c'est une réalité, en fait. C'est juste ne pas se laisser... on a eu, quelque part, l'audace de remettre en question un certain statu quo qui, notamment, consiste à dire, par exemple, que sur les flux de marchandises, si on veut être à l'équilibre, il n'y a qu'une seule façon de faire, c'est de rassembler les flux, de centraliser, de standardiser... Voilà. Ça, c'est comme ça que ça a fonctionné pendant 70 ans, en gros, depuis l'après-guerre. Et nous, qui ne sommes pas ni ingénieurs, ni logisticiennes, on s'est dit que peut-être on pouvait questionner ce statu quo et travailler différemment en embrassant finalement la complexité de tous ces micro-flux plutôt que d'essayer de les rassembler, de se dire « ok, on va les prendre comme ils sont ». Et c'est là où la tech effectivement nous permet de venir challenger finalement la façon dont les choses ont été faites depuis 70 ans, en justement permettant de gérer tous ces micro-flux indépendamment. Enfin, en fait, la tech permet de consolider des flux de façon virtuelle sans avoir à les consolider physiquement. C'est assez simple finalement. Et donc de pouvoir notamment se passer de la case de l'entrepôt, du stockage, qui sont des cases où il y a perte de valeur, gaspillage, etc. Et donc, oui, c'est vrai que nous, on l'expérimente en fait, le fait de challenger la façon dont les choses sont faites, pour pouvoir redistribuer plus justement la valeur, supprimer les intermédiaires, finalement optimiser la chaîne de valeur en réduisant le nombre d'intermédiaires qui n'ont pas forcément lieu d'être, réduire les coûts, ça permet effectivement de venir mieux redistribuer la valeur de façon, selon nous, plus équitable et juste, tout en se rémunérant. Et alors après, oui, on ne fait pas des marges comme le luxe, c'est certain. J'allais demander si le modèle était rentable. Oui, le modèle est rentable complètement. Mais effectivement, il est rentable. Il n'est pas, comme j'ai dit, on ne fait pas les mêmes marges que dans le luxe. Voilà. C'est très clair, mais du coup, c'est intéressant de savoir que c'est rentable et que ça peut l'être.
c'est que certains ont encore des doutes. Oui. La crise sanitaire et maintenant la crise énergétique ont mis en lumière la fragilité des approvisionnements. En quoi cela est une opportunité pour développer l'économie locale et est-ce que finalement on est capable, selon toi, de tout relocaliser ? Alors, tout relocaliser, je ne sais pas si c'est vraiment possible ni souhaitable, mais en tout cas, il y a un des bénéfices induits dans le fait de relocaliser, c'est que aussi ça permet aux Français de se rendre compte quelles sont les externalités négatives de leur mode de consommation. Je m'explique, si vous faites produire des coques de téléphone portable en plastique qui sont jetées et que c'est dans votre rivière à côté de chez vous que sont reversés les polluants qui sont utilisés pour le plastique, tout d'un coup, peut-être que vous vous dites, je vais peut-être pas changer de coque de téléphone portable toutes les 5 minutes. Voilà. Donc, c'est vrai qu'avoir sous les yeux, finalement, les moyens de production et subir, entre guillemets, aussi tous les effets induits, positifs ou négatifs, du fait que la production soit sur le territoire, ça permet quand même aussi de sensibiliser les Français, justement, à qu'est-ce qui est un bon produit et qu'est-ce qui l'est moins. Voilà. Donc, je pense que ça, c'était une réflexion plus globale sur la relocalisation. Après, est-ce que c'est faisable ? Oui, moi je pense que c'est en tout cas sur la partie agricole, qui est la partie dont moi je m'occupe plus directement, avec WeTrade Local et Fleurs d'ici. La France reste une grande nation agricole. Après, il faut se reposer la question de la diversité de la production sur le territoire. Il faut quand même savoir que contrairement à une idée reçue, la plupart des territoires en France sont autosuffisants. C'est-à-dire que le ministre a annoncé la semaine dernière un grand plan puisqu'on importe 50% de nos fruits et nos légumes, mais on en exporte aussi. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, il faut bien se questionner sur qu'est-ce qu'on importe, qu'est-ce qu'on exporte du même produit ou de la même catégorie de produits finalement. C'est-à-dire que typiquement sur les fleurs, on importe, je ne sais pas, peut-être 90% des roses, ou même plus 95% des roses qui sont vendues en France, mais on exporte à peu près la même proportion de pivoine. Vous voyez, c'est pour vous donner un exemple sur les fleurs, parce que c'est ce que j'ai en tête. Mais c'est souvent la même chose, c'est-à-dire qu'on va exporter des pommes, je ne sais pas, des Golden par exemple, mais on va importer des Granny Smith. Est-ce que franchement, on a besoin d'avoir toute cette diversité ? Peut-être pas. Peut-être qu'il faut repenser la façon dont on consomme. Nous, ce qu'on dit, c'est que si on veut relocaliser les productions et la consommation, ça demande effectivement peut-être de repenser aussi la façon dont on consomme. Mais ça ne veut pas dire qu'on va se priver ou que ça va être horrible. C'est pas du tout ça notre message. Le message, c'est de dire, de la même façon qu'on dit, pour la Saint-Valentin, pas de rose, mais il y a des giroflées, des renoncules, des anémones, des choses magnifiques. Ça va pas du tout être la punition de consommer local et de saison. Sur les produits alimentaires, c'est la même chose. C'est-à-dire que là où avant, vous mangiez peut-être du saumon avec du riz, peut-être que vous pouvez manger de la truite avec de l'épeautre. Franchement, l'épeautre comme ça fait pas très envie. En fait, c'est très bon. Voilà. Mais ça veut dire aussi redécouvrir finalement les choses, la façon qu'on avait de consommer jusqu'à ce que la mondialisation un petit peu trop poussée nous fasse consommer différemment. Mais ça n'a que 70 ans, cette façon de consommer. On a toujours fait autrement et on n'était pas pour autant... C'était pas l'âge des cavernes ou des Amish, avec la lampe à huile, je ne crois pas. Mais non, mais c'est très clair. C'est très clair. Fin 2022, Pascal Mutel, qui est vice-président de la Fédération française des fleuristes, s'est engagé à mettre en place une vraie transparence sur la provenance des bouquets d'ici le mois de juin 2023. Comme le disait à ce micro Emery Jacquilla, président de Camif il y a quelques semaines, la transparence, c'est un élément essentiel pour redonner aux consommateurs le pouvoir de choisir. Est-ce que tu partages cet avis ? Alors complètement, d'ailleurs on le voit bien, les générations X, Y, Z et après sont nées avec un portable dans la main. Des applis comme Yuka ou autres nous le prouvent chaque jour en fait. Regarde, je ne sais pas si vous voyez, mais dans les rayons des supermarchés, moi je vois souvent des gens qui retournent les paquets, qui essayent de comprendre, etc. C'était pas comme ça il y a 20 ans. Donc je pense qu'il y a un grand changement. Les consommateurs veulent savoir ce qu'il y a dans les produits qu'ils achètent, savoir pour des questions de santé, d'environnement, etc. Mais aussi sur des questions de répartition de la valeur. Ça les intéresse de comprendre qui gagne quoi. Et à nouveau, sur ce plan-là, la tech nous est d'un grand secours parce qu'aujourd'hui,
les problématiques de traçabilité, elles sont... on en est à l'âge de pierre sur ces questions. Ça reste du déclaratif. Il y a très peu... c'est basé sur des contrôles humains, finalement. Donc, ça reste encore très fragile, finalement, ces questions de traçabilité. D'ailleurs, on le voit régulièrement, les numéros de lot qui sont changés. Voilà. Il suffit que quelqu'un de moins, pointilleux soit dans la chaîne de valeur et très vite, on peut avoir des failles. Donc, la tech vient solidifier ces questions de transparence et de traçabilité sur les chaînes de valeur. Et nous, c'est une grosse partie de l'algorithme qu'on développe, effectivement. Oui, alors justement, c'est la question que j'allais te poser. Comment est-ce que vous, chez Fleurs d'Ici, vous assurez la traçabilité des fleurs que vous commercialisez ? Alors, nous, on a effectivement, comme on documente toute la chaîne de valeur, on sait... on agrège toute la chaîne de valeur aujourd'hui. Donc, c'est nous qui articulons depuis le champ jusqu'à chez le consommateur. Souvent, on dit la fourche farm to fork, de la fourche à la fourchette. Nous, on dit du champ au vase. Tout est documenté. Et c'est nous qui articulons tous ces maillons-là. Donc aujourd'hui, nous, on sait très bien vous dire, vous avez fait livrer des fleurs à votre grand-mère à Bordeaux. Le bouquet, il a été préparé par tel artisan fleuriste qui, lui, s'est engagé, qui a eu telle partie de la valeur du bouquet. Lui-même s'est fourni chez tel producteur, qui eux-mêmes ont récupéré telle partie de la valeur. Eux-mêmes cultivent selon telle et telle condition de production. Entre les deux, il y a eu un transport qui a été fait de façon décarbonée, comme ci, comme ça. Voilà. Aujourd'hui, nous, on est capable de raconter toute la vie du produit. Et ça, c'est effectivement grâce au fait que tous nos flux sont gérés par un outil digital. Si on le faisait en papier-crayon ou même avec des fichiers Excel, on ne pourrait absolument pas gérer cette complexité d'informations. Et donc, effectivement, toute la beauté du digital, c'est ce fameux big data, c'est nous permettre d'articuler finalement toutes ces informations pour restituer la bonne information, parce il faut que ce soit la bonne information au bon moment pour la bonne personne, et c'est là où est la complexité, et c'est à ça que sert le digital. Oui, parce que très concrètement, si je commande un bouquet chez Fleurs d'Ici, comment moi, consommatrice, je sais d'où il vient ? Est-ce qu'il y a des indications ? Tu vas recevoir... Alors, toi, tu vas commander pour ta ta grand-mère. Commandé, on va dire, mais je ne sais plus quand tu l'ouvres, comment ça se passe. Toi, tu vas recevoir... qui aura commandé pour ta grand-mère, ou pour toi, mais pour ta grand-mère, c'est plus intéressant comme cas d'usage. Tu vas recevoir un mail qui te dira, voilà le bouquet, avec la photo du bouquet. Oui, je me souviens qu'on reçoit la photo. Qui va te donner la photo du bouquet et qui va t'expliquer tout ce que je viens de dire, c'est-à-dire d'où ça vient, par qui ça a été produit, etc. etc. Voilà. Avec, du coup, tu pourras aller te renseigner toi-même, puisque ce qu'on s'est toujours dit chez Fleurs d'Ici et chez We Trade Local plus globalement, dès le départ, on s'est beaucoup interrogé. C'était un projet qu'on avait mené avec l'école centrale au tout début, sur la certification, finalement. Comment est-ce que... c'est quoi la bonne démarche de certification ? Est-ce qu'on va aller chercher un label, Bicorp, ceci, cela ? Bon, franchement, oui, c'est très bien. Et je pense que ça n'est pas assez. Je pense qu'aujourd'hui, c'est aussi le rôle du consommateur de s'intéresser et de se saisir de tout ça et de ces informations. Et voilà, s'il a envie de se documenter, il peut chercher. C'est pour ça qu'au départ, nous, on avait notamment utilisé la blockchain pour venir garantir toutes ces informations, etc. Donc voilà, on a créé notre propre cahier des charges quelque part et on l'a donné au consommateur. On a donné accès au consommateur à ce cahier des charges et à ces illustrations quotidiennes. Voilà, c'est plutôt que d'aller chercher un tampon qui vaudrait pour toute l'année tous les produits. Nous, chaque produit quelque part est labellisé. Et donc pour les auditeurs qui n'ont peut-être pas encore commandé de bouquet chez Fleurs d'Ici. C'est mon expérience client, mais le côté sympa, il y a le côté surprise. En fait, on ne sait pas le bouquet qu'on va recevoir. Comme tu le dis, on reçoit une photo. Donc, on sait que ce sont des fleurs de saison, mais il y a ce côté qui se renouvelle de manière permanente. Chaque bouquet est unique. Voilà. Chaque bouquet est unique dans une direction artistique qui reste toujours la même et qui est garantie, c'est-à-dire on s'engage sur un style jardin anglais, les fleurs sont travaillées en camailleux et pas en opposition, il y a tant de feuillage, machin, il y a un cahier des charges, mais qui reste suffisamment large pour permettre justement au talent de l'artisan qui est en charge de la réalisation du produit de pouvoir s'illustrer. C'est ce que je disais tout à l'heure sur le parallèle avec le saumon et la truite.
c'est ça, en fait, un bon cahier des charges qui permette d'accepter le local. C'est un cahier des charges qui est à la fois suffisamment serré et suffisamment large pour permettre à l'artisan de venir le traduire chaque jour en fonction de ce que la nature lui donne au mieux des saisons. Voilà. Un peu comme le plat du jour chez le Absolument. restaurateur du coin. Exactement, c'est exactement ça. Alors, une étude récente montre que 2 Français sur 3 tiennent compte de la politique RSE d'une entreprise lorsqu'ils postulent. On sait également que c'est un élément clé pour fidéliser les collaborateurs. C'est un sujet dont on parle beaucoup en ce moment, comment attirer les talents, comment les retenir. Est-ce que c'est un phénomène que tu constates, toi, chez Fleur d'ici? Alors, je ne sais plus combien tu as de salariés, une 40aine, il me semble. C'est ça. Est-ce que c'est facile de recruter des talents pour une start-up à impact comme la tienne? C'est toute la beauté du modèle, en fait. Et je pense que c'est un peu ce que je parlais de la thèse d'investissement de 2050 tout à l'heure, de qui seront les champions de l'économie de demain. Une des réponses, elle est là-dedans. Donc, qui sera capable d'attirer les talents aujourd'hui pour construire les entreprises de demain. Nous, effectivement, on a la chance de pouvoir recruter des gens, qui autrefois, peut-être, n'auraient regardé que le CAC 40 ou des très grandes entreprises, ou de notre temps, c'était les EY et autres, Ernst, qui attiraient les talents. Aujourd'hui, c'est un peu différent. Nous, on a vraiment la chance d'avoir des gens extrêmement qualifiés et engagés, en fait, à nos côtés. Des jeunes et des moins jeunes, c'est ça qui est intéressant, je trouve. C'est qu'on a effectivement ces générations X, Y, Z qui sont très concernées par les questions de développement durable. Et leurs parents, quand les enfants en fait sont un peu tirés d'affaire, entre guillemets, que les études sont payées, que la maison est payée, etc. J'ai pas mal de gens qui sont dans une deuxième phase de leur vie professionnelle, ou troisième, en tout cas, qui peuvent se permettre quelque part de se réaligner avec leurs valeurs, exactement, et qui viennent chercher ça chez nous et qui se posent du coup cette question avant toutes les autres, celle des avantages en nature, la rémunération, etc. Même si on propose des rémunérations qui sont très compétitives. Mais voilà, c'est vrai que c'est l'argument principal pour lequel les gens viennent, c'est de se réaligner et avoir l'impression de faire quelque chose d'utile pour la communauté. Tout à fait. Donc, pas de difficulté de recrutement. Non, du tout. Donc, on a beaucoup parlé de Fleur d'ici. Je voudrais qu'on parle un petit peu de ta deuxième entreprise, We Trade Local. Est-ce que tu peux nous expliquer comment s'articulent ces deux activités? Alors, We Trade Local, c'est le operating system, comme on dit, l'OS. Je ne sais pas si pour ceux qui utilisent des iPhones, ça doit leur parler. Donc, c'est le sous-jacent, c'est le système technique digital sous-jacent à l'existence de Fleur d'ici. Comme je l'ai expliqué, pour faire du local, il faut être en capacité de gérer des quantités très importantes de façon synchronisée et en temps réel de micro-flux. Des flux qui sont, comme j'ai dit, des flux à la fois commerciaux, c'est-à-dire du catalogue, quel produit est disponible quand, dans quelle quantité, etc. Des flux logistiques, je voudrais une caisse de tomates livrée à tel endroit, et des flux financiers, comment je me fais rémunérer, comment je fais mes factures, etc. Et We Trade Local, c'est un petit peu comme alors c'est un barbarisme, un ERP, je ne sais pas si tu vois ce que c'est. Un ERP, c'est comme par exemple SAP, qui gère Aéroport de Paris et clients, par exemple. C'est ça, c'est un système digital qui te permet d'opérer toutes tes parties prenantes, finalement, de façon intégrée, sans couture, pour que ce soit assez simple et que toutes tes transactions, en fait, et tous tes besoins d'échange soient adressés au même endroit, de façon user-friendly, comme on dit, c'est-à-dire sans que ce soit l'horreur. Enfin, voilà. Donc c'est ça, We Trade Local. C'est le operating system du local, finalement. On pourrait considérer que c'est une plateforme digitale qui permet de retrouver dans un seul lieu, un one-stop shop, je suis désolée, je fais beaucoup d'anglicisme, qui permet de traiter toutes ces problématiques d'achat local, finalement. Et c'est ça qui a permis la création de Fleur d'ici, pour bien comprendre, en fait, We Trade Local est né avant Fleur d'ici. Oui,
Complètement. D'accord. Fleur d'ici n'aurait pas pu exister. Voilà. C'est ça qui fait la différence, ça. en fait. C'est ça qui fait que nous, on peut vraiment faire du local. Mhm. Et c'est ça qui fait qu'on est la seule marque à proposer des fleurs locales. Quand on dit local, nous, ça veut dire à l'échelle de la région. Mhm. C'est pas local française. Et ça demande de pouvoir manipuler, en fait, comme je disais, une très grande somme d'informations en temps réel et de pouvoir agréger au sein d'un même camion. Comme j'ai dit, on n'a plus de logistique avec des ruptures de charge. Donc, nous, on fait l'agrégation. En fait, on fait des tournées où on envoie des véhicules récupérés chez les producteurs, chez X producteurs, sur 160 km, sur un rayon de 160 km, les différentes productions et les livrer aux fleuristes. Ça, on le fait en temps réel. C'est-à-dire qu'on fait de l'agrégation et de l'optimisation de flux en temps réel, et ça n'est possible que grâce à la tech. Voilà, donc c'est à ça que sert effectivement WeTrade Local. Ouais, c'est très clair. Et donc tu as commencé par les fleurs. Est-ce que il va y avoir, enfin, WeTrade Local va servir pour développer le local? Je pense à l'alimentaire, par exemple, ou peut-être dans d'autres domaines. Oui, complètement. C'est déjà le cas en fait. On est aujourd'hui, on transporte des fleurs, mais aussi d'autres produits destinés effectivement à la consommation humaine. Ouais. Et donc, c'est toujours la même logique qui est à l'œuvre. C'est comment est-ce qu'on va faire travailler ensemble, quelque part, des producteurs locaux et des distributeurs locaux. Donc, comme je disais, dans le cas de la fleur, c'est des horticulteurs d'un côté, des fleuristes de l'autre. Mais par exemple, sur l'alimentaire, ça va être des maraîchers, des éleveurs, voilà, avec des restaurateurs ou des cantines scolaires ou des toutes les entités qui permettent la distribution finalement de produits alimentaires locaux. Et ça a l'air, à nouveau, tout le monde se dit « Ah oui, mais ça existe déjà, moi mon restaurateur, il travaille déjà avec les producteurs ». Non, en fait, ça c'est une image d'Épinal. La réalité, c'est pas du tout celle-là. La réalité, c'est que peut-être il va avoir un produit sur lequel il travaille avec un producteur, mais la réalité d'un restaurateur, c'est qu'il fait appel à des grossistes, métro ou autres, qui vont venir lui livrer des produits qui sont pas toujours locaux et pas toujours tracés. Donc voilà, on a une image assez déformée, une vision assez déformée de ce marché, parce qu'on est soumis à des exemples avec du bon marketing, de qui dit « je travaille avec un éleveur du Perche » ou quoi. Oui, alors c'est très bien, mais ça reste assez anecdotique, puisque c'est même pas 10% des volumes de l'alimentaire qui sont locaux. J'allais y venir, justement. Moi, j'ai vu que le local, c'était seulement 7% des volumes de l'agroalimentaire. Donc, effectivement, c'est vraiment pas grand-chose. Et comment est-ce qu'on fait concrètement, selon toi, pour changer ce modèle et est-ce qu'il n'y a pas quand même une question de prix derrière? Est-ce que c'est pas un frein? Complètement. C'est ça, c'est moins de 10% qui sont des produits locaux qui sont distribués aujourd'hui. Et sur ces 10%, sur le prix de ces 10% de ces produits, c'est 70% qui sont captés par la logistique. Donc en fait, la raison pour laquelle on a un différentiel de prix aujourd'hui entre du produit local et du produit importé, c'est la logistique. Parce que c'est des produits, comme j'ai dit, la logistique actuelle, telle qu'elle fonctionne aujourd'hui selon les règles qui ont été fixées dans l'après-guerre, est une logistique qui massifie, qui centralise, etc. Donc elle ne convient pas à la manipulation des produits locaux. Nous, on a adressé les choses de façon complètement différente, comme j'ai dit, en acceptant cette complexité et en consolidant nos flux de façon différente. Et du coup, c'est ça qui fait qu'on arrive à ramener cette proportion de 70% captée par la logistique sur les produits locaux à une proportion beaucoup plus classique, c'est-à-dire autour de 20-30%. Ce qui veut dire que non seulement on dégage de la compétitivité pour ces produits, mais en plus, nous, on se rémunère. Donc tout le monde y gagne. C'est gagnant-gagnant, comme dirait l'autre. Absolument. Une question sur la fiscalité. Tu fais partie des 60 dirigeants d'entreprise à avoir signé fin 2022 une tribune appelant les pouvoirs publics à instaurer une TVA verte. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà ce qu'est une TVA verte et pourquoi tu as signé cette tribune ? La TVA verte, c'est effectivement avoir une TVA à 5,5 qui est aujourd'hui réservée à certains produits, notamment dans l'alimentaire, mais conditionner en fait la fiscalité aux impacts tout simplement environnementaux et sociaux qu'ont les entreprises. Effectivement, la question qui se pose derrière ça, c'est est-ce que c'est juste qu'on soit tous soumis au même impôt indépendamment des externalités positives ou négatives que les entreprises dégagent. Donc effectivement, moi je trouve que la fiscalité devrait être un levier beaucoup plus utilisé
par l'État dans le cadre d'une transition écologique et sociale. Oui, absolument. Il y a la même problématique qui se pose sur les produits reconditionnés. Ouais. Alors, dernière question, Hortense, avant de passer à la séquence suivante. Une question sur l'avenir. Quelle est ton ambition ? J'ai lu dans une de tes interviews que tu voulais devenir l'Amazone du local. Est-ce que c'est ça ? Oui, Amazon, c'est Challenge qui avait dit l'Amazon des circuits courts, ce qui est intéressant. Oui, alors pas forcément avec les mêmes valeurs que Amazon, mais avec la même ambition de taille et de succès. Effectivement, nous, notre baseline, c'est la grande redistribution. Donc, on reste dans le contexte de la grande distribution, mais repensée selon des critères qui permettent une répartition plus juste de la valeur et des impacts moins négatifs, on va dire, et même carrément plutôt positifs sur les écosystèmes et sur la société. Donc oui, notre ambition, c'est de repenser la distribution de sorte à pouvoir faire que le local soit une véritable alternative accessible à tous, partout, tout le temps. Et donc, dernière question, je promets. Tu nous as parlé des fleurs, tu nous as parlé de l'alimentaire. Est-ce que tu as d'autres secteurs en tête pour être concerné ? En fait, tout ce qui est issu, pour l'instant, on va se concentrer, c'est déjà pas mal, sur les produits issus de la terre. Parce que là, je vois loin, tu vois. Mais oui, non, mais tu as complètement raison. Effectivement, par exemple, les matériaux de construction, le chanvre notamment, ou le lin, qui sont aujourd'hui utilisés dans le bâtiment, c'est tout à fait des choses qui pourraient être... qui sont déjà produites localement et qui peuvent être transformées localement et distribuées localement. Donc en fait, oui, tout ce qui potentiellement pourrait pousser localement et consommer localement pourrait rentrer dans le cadre des produits qui pourraient, grâce auxquels, avec l'aide de WeTrade Local, qu'on pourrait faire passer à l'échelle. Ouais. Voilà. C'est mal dit, mais c'est ça. Non, mais on comprend bien, on a bien compris l'idée. Merci beaucoup. Alors, on va passer à la séquence du tac au tac. Il faut choisir entre deux choses et il est interdit de répondre les deux. Et je précise qu'il n'y a pas de mauvaise réponse. Alors, c'est parti. Est-ce que tu es plutôt bain ou douche ? Alors, je crois qu'il faut répondre douche. Ouais, mais tu n'es pas obligée. Non, mais si, en vérité, plutôt douche, en fait. Côte de bœuf ou tofu ? Alors là, je sais qu'il faudrait répondre tofu, mais la réalité, c'est que c'est quand même plutôt côte de bœuf. Il n'y a pas de mal. Mais côte de bœuf, bien sûr, élevée sous la mer, tout ça. Oui, donc avec un éleveur dont on sait d'où elle vient. Et pas tous les jours. Et payée à son juste prix. C'est-à-dire, quand même, côte de bœuf, c'est pas tous les jours, parce que c'est quand même assez cher. Si on veut que ce soit justement de la qualité et que tout le monde s'y retrouve. Plage ou piscine ? Plage. Avion ou train ? Train. Arrondi en caisse ou pourboire ? Alors, celle-là, je la trouve un peu difficile. Je dirais ni l'un ni l'autre, parce que je pense que la charité ne devrait pas... on ne devrait pas avoir besoin de faire appel à la charité. Si les systèmes de répartition étaient bien faits, eh bien, on n'aurait pas besoin de donner ou de soutenir, que ce soit avec un pourboire ou un arrondi. Très bien. C'est une bonne réponse. Réunion en présentiel ou en distanciel ? Présentiel, autant que faire se peut. Gourde ou bouteille d'eau ? Alors, c'est l'occasion de parler de Gobi, qui sont mes amis. Florence, si tu m'entends. Voilà, Gobi, c'est une entreprise française de gourdes. Et j'avoue que quand ils sont lancés il y a 10 ans, je me suis dit, mais c'est quoi cette idée bizarre de faire des gourdes ? C'est quand même pas très innovant. Et je m'étais trompée, en fait. Et voilà, c'est vrai que ça cartonne. Et puis, c'est devenu un objet complètement... qui fait partie du quotidien. Complètement, ouais. Voilà. Livre ou liseuse ? Alors, livre. Journaux papier ou tablette ? Pour le coup, tablette. Parce qu'un livre, ça se garde. Donc, je trouve que ça vaut quand même encore la peine, et notamment pour pouvoir le partager, de l'avoir comme objet physique. Les journaux, c'est plus éphémère et donc c'est vrai que la consommation de papier pour cet usage-là, je suis pas sûre que ce soit la meilleure chose à faire. Bon, après, on pourrait avoir un débat sur les tailles des serveurs. Est-ce que finalement c'est mieux ? Je crois que quand même oui. Merci Hortense pour ces réponses du tac au tac. On va passer à la troisième séquence qui s'intitule « S'il n'y en avait qu'une, ce serait celle-là ». Quelle est la recommandation que tu donnerais à celles et ceux qui nous écoutent aujourd'hui ?
et qui souhaitent se lancer dans la création d'une entreprise à impact? Alors, ça pourrait être une recommandation qui s'applique à tous, pas juste à tous les gens qui veulent lancer une entreprise, pas forcément dans l'impact, les créateurs d'entreprise. C'est un conseil qu'on m'avait donné quand j'étais à San Francisco. J'avais été dans une conférence dans le cadre d'une Learning Expedition et un investisseur, un VC, avait dit cette chose. Il a dit, moi je ne finance les entreprises qu'à 3 conditions. C'est que les fondateurs ou le ou la fondatrice est à la fois un coach sportif et un psy. 3 choses qui effectivement me paraissent indispensables et que j'ai moi-même mises en place dans mon entreprise pour moi comme pour les collaborateurs et qui, je pense, est un facteur de performance très fort et qui permet de garder sa santé mentale parce que l'entrepreneuriat, c'est, tout le monde le dit, tous les jours. C'est des montagnes russes et c'est beaucoup d'énergie et donc c'est important de savoir gérer son mental et son physique comme un peu un sportif de haut niveau. Je trouve que c'est une bonne analogie. Moi, j'ai fait du sport quand j'étais plus jeune et c'est vrai que ça reste quelque chose de savoir gérer son corps et son esprit. C'est 2 choses qui, à mon sens, sont très importantes et qui demandent de faire appel à un support system, à des gens autour sur lesquels on peut s'appuyer. C'est très important de savoir s'entourer, on dit tout le temps ça. S'entourer, c'est pas juste ses amis, sa famille, c'est aussi des gens avec lesquels on a une pratique et qui permettent de remettre un cadre parce que sinon je trouve que ça peut vite déraper. Donc être vigilant, être attentif à soi et se donner des rendez-vous à soi-même finalement à travers les rendez-vous qu'on se donne avec ces gens. Et donc tes salariés ont eux aussi accès à un coach? Oui, tout à fait. C'est une première chose qu'on a mise en place. On l'a mise en place pendant le confinement, le premier confinement en 2020. On a commencé à travailler avec une coach qui effectivement est à la disposition. Ça fait partie dans notre plan de formation finalement, et elle est à la disposition des salariés qui effectivement peuvent lui faire appel selon un plan prédéfini. D'accord, ça c'est une mesure très intéressante effectivement pour ceux qui nous écoutent. Ce podcast touche à sa fin. Hortense, je te laisse la parole pour le mot de la fin. Tu nous dis absolument ce que tu veux en 30 secondes, en 1 minute, en 2 minutes. Le grand message que tu voudrais passer à nos auditeurs et aux entreprises qui nous écoutent, puisqu'on a une cible essentiellement B2B. Sur une cible plutôt B2C, d'ailleurs, ça fonctionne pour les deux. Votre carte bleue, c'est votre carte électorale. Interrogez-vous sur la façon dont vous consommez, parce que cette façon de consommer, elle a plein d'implications qui peuvent être positives ou négatives, mais c'est à vous de choisir, en fait. Donc, intéressez-vous aux externalités, comme je disais, de vos actions et de vos achats. Ça vaut, messieurs, mesdames, les directeurs achats des entreprises, aussi bien que nous tous consommateurs. Ça vaut à tous les niveaux. Merci beaucoup Hortense, merci d'avoir accepté l'invitation, merci pour tes conseils, pour ta vision, pour ton partage d'expérience. La semaine prochaine, j'aurai le plaisir de recevoir une autre personnalité engagée, Franck Gervais, directeur général du groupe Pierre et Vacances Center Paris. Merci beaucoup Hortense. Merci Claire. À la semaine prochaine.